Bonjour, dans cette capsule, je vais vous parler de pourquoi apprendre les probabilités. Donc, on a vu déjà des documents officiels du ministère, les ressources didactiques. Vous avez lu une analyse de tâches aussi, là, un texte avec l'analyse de tâches probabiliste au primaire et au secondaire. Et vous avez regardé aussi un document de vocabulaire. Donc là, on peut se demander après, à ce point-ci, pourquoi on veut apprendre les probabilités. Donc, je vous répondrai simplement pour développer des compétences où on veut amener à prendre des décisions dans des situations où va intervenir le hasard, notamment avec des outils technologiques. Ça, c'est la réponse courte, puis la capsule vidéo va faire la réponse longue. Donc, allons-y avec l'objectif de la capsule. Donc, je souhaite que cette capsule-là amène à établir des liens articulés entre les différents concepts probabilistes pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Il est à noter que dans le livre que vous avez, la plupart des chapitres vont être à lire, mais certains sont complémentaires. Donc, je tiens à vous dire que les chapitres 4, 5 et 6, ils sont pas, je ne vous demande pas officiellement de les lire parce que le livre, c'est enseigner les premiers concepts de probabilité. Donc, on a certains chapitres qui sont un petit peu plus au primaire, d'autres plus début du secondaire et un peu plus loin. Et les chapitres 4, 5, 6, bien que très intéressants, mais je vous les laisse en lecture complémentaire si vous le souhaitez, parce qu'ils abordent plus au début, au début plus au primaire, donc un qui cible le préscolaire, puis les deux autres qui sont plus au deuxième, troisième cycle du primaire. Donc, ils sont très intéressants, mais je les laisse à votre discrétion en lecture complémentaire. La capsule d'aujourd'hui aussi, elle vise à rendre un petit peu plus concret là, certaines notions qu'on a abordées dans les deux capsules vidéo précédentes. Donc, on va aller aborder un petit peu plus ce qui est à l'étude en probabilité par une situation, donc qui nous amènera à réfléchir à pourquoi on veut apprendre les probabilités. Donc, ça va être la situation de l'auto 649. Mais juste avant, je voulais faire ressortir les utilités au quotidien. Donc, dans le chapitre d'introduction que vous avez lu du livre, il est question, par exemple, qu'on retrouve les probabilités un peu partout dans la vie du citoyen, pardon. Donc, dans le chapitre d'introduction, on dit qu'en santé, par exemple, dans le diagnostic, les choix de traitements médicaux, là, les probabilités ont une certaine importance. Pour l'environnement, les prévisions météorologiques, l'évaluation de dangers écologiques, par exemple. La consommation, donc l'achat de garanties prolongées, les jeux de hasard et d'argent. On va en parler dans cette capsule. La gestion avec les choix d'investissement, par exemple. Puis les loisirs pour choisir une bonne stratégie dans un jeu de société, notamment. Et il y en a d'autres exemples qu'on pourrait trouver. Donc, les probabilités sont plus près de nous dans notre quotidien qu'on pourrait le croire à prime abord. Donc, si on est dans différentes situations, on peut se demander quelle décision on prendrait. Puis là, je vous montre rapidement ces deux situations-là qu'on va vouloir décortiquer dans d'autres capsules. Mais je voulais juste avoir votre intuition d'abord. Donc, on a une première situation, la situation de Monty Hall, où vous êtes en face de 3 portes. Il y a 2 portes qui cachent une chèvre, puis une porte qui cache une superbe voiture. Donc, vous devez d'abord choisir une porte. Donc, sans le savoir, disons, on choisit la porte 2. Et là, le directeur du jeu, lui, va ouvrir une porte qui n'est pas celle choisie par le joueur, puis derrière laquelle se trouve une chèvre, parce qu'il sait ce qui se cache derrière chacune des portes. Donc, il pourrait nous ouvrir la porte 1. Donc, nous, on a choisi la porte 2, il nous ouvre la porte 1, et on voit que c'est une chèvre. Et là, vous avez un choix à faire à ce moment-là. Vous devez décider, donc sachant que maintenant la porte 1, on sait que c'est une chèvre, est-ce que vous voulez rester avec votre choix initial, donc garder la porte du début, donc notre porte 2, ou est-ce qu'on veut changer de porte pour la porte 3, par exemple, dans ce cas-ci. Donc, je vous demande, est-ce que vous pensez qu'il y a une meilleure stratégie ou donc de garder la porte ou de changer de porte, ou ça n'a pas d'importance? Donc, on y reviendra, je laisse le suspense durer. Et j'enchaîne avec une autre question de jeu de dés. Donc, où on lance 2 dés. Et à ce jeu-là, si on lance un 2 ou un 4, on gagne 1 $. Sinon, on perd 1 $. Donc, est-ce qu'on accepte de jouer à ce jeu-là? Donc, est-ce que vous pensez, autrement dit, que ce jeu-là est favorable aux joueurs ou défavorable aux joueurs, ou est-ce qu'il est équitable? Encore une fois, on va revenir à cette question-là un peu plus tard. Donc, la situation... Mais je vous pose ces 2 questions-là, en fait, parce que ça amène à prendre des décisions dans des jeux, comme ici, là, le jeu Monty Hall, on reviendra, mais c'est un jeu télévisé qui a vraiment existé, puis un jeu de dés, mais dans plein d'autres situations, on verra aussi dans des situations de jeux de société, par exemple, où on a des décisions à prendre, puis des situations au quotidien. Donc, les probabilités peuvent nous aider à prendre des meilleures décisions.
Si on regarde la situation de l'auto 649, donc vous connaissez sans doute cette loterie où 2 fois par semaine, il y a des tirages. Donc, on choisit une combinaison de 6 nombres allant de 1 à 49. L'ordre n'est pas du tout important. Et si notre combinaison qu'on a choisie, dans le fond, si la combinaison tirée, c'est les 6 mêmes nombres que notre combinaison, bien à ce moment-là, on gagne le gros lot qui est de plusieurs millions. Et si on a moins que les 6 nombres, donc si on avait 5 des 6 nombres, par exemple, bien, on gagne aussi un lot qui est moins important. Et ainsi de suite. Donc, moi, cette situation-là, je la fais, la situation de loterie 649, je la fais depuis 2015 dans le cadre de mon cours. Je fais le tirage du gros lot. Et là, je dis, ben moi, je ne suis pas millionnaire, donc je ne peux pas vous promettre des millions, mais le jeu est gratuit à jouer. Vous prenez une combinaison et mon gros lot que je vous offre, c'est 100 $. Donc, si jamais vous avez la bonne combinaison, vous gagnez 100 $. Donc, voici un exemple de combinaison de 649 où j'ai 6 nombres de 1 à 49. Je les ai mis ici en ordre pour faciliter, mais encore une fois, l'ordre n'est pas important dans la combinaison, des nombres dans la combinaison. Donc, ce que j'ai offert à mes étudiantes et étudiants depuis 2015, c'est d'écrire leur combinaison de loterie 649, autant de combinaisons que désirées. Donc là, j'avais des personnes qui m'écrivaient 5 combinaisons, il y en a qui m'en écrivaient 100. Le plus que j'ai vu, c'est 400 combinaisons. Et là, j'amenais quelques questions de réflexion. Donc, est-ce que vous avez déjà gagné à la loterie? Est-ce qu'il y en a qui ont un nombre chanceux ou un chiffre chanceux? Combien de combinaisons vous pensez qu'on a accumulé là, dans tout le groupe, là, justement, s'il y en a qui en ont fait 5, 100, etc., combien on en a accumulé? Donc là, après ça, avant de faire le tirage, je précisais que chaque nombre tiré, donc je vais tirer 6 nombres pour la combinaison gagnante, chaque nombre tiré doit faire partie de la combinaison pour remporter le gros lot. Donc, si je faisais le tirage et que je commençais, par exemple, en tirant la combinaison, le nombre 20, ben, parfait, OK, c'est encore possible pour moi de gagner le gros lot avec le 20 dans ma combinaison, mais si j'avais eu le 21, ben, c'est terminé, je ne l'aurais pas le gros lot parce que je ne pourrais pas avoir les 6 bons nombres. Et là, ce que je faisais, c'est le tirage. Je le faisais manuellement avec un boulier ou je pouvais utiliser aussi un générateur aléatoire. Et dès qu'après le premier numéro tiré, je disais, bon, parmi toutes, il y en a qui avaient 5 combinaisons, 100 combinaisons. Maintenant, après avoir tiré le premier numéro, là, donc si j'ai eu le 20, il y en a certaines qui sont encore possibles de gagner le gros lot. Il y en a qui sont juste barrées parce que si vous n'avez pas le 20 dans votre combinaison, là, je demandais combien ont encore un numéro, une combinaison possible. Après le deuxième nombre aussi, combien ont encore au moins une combinaison possible? Et depuis 2015, personne n'a gagné. Donc, je faisais toujours un retour sur le tirage, puis à chaque fois, pour chaque groupe depuis 2015, donc j'ai eu quand même des centaines d'étudiants depuis ce temps-là. Est-ce que c'est étonnant que personne n'a gagné? Donc, parce qu'on pourrait dire, malgré un grand nombre de combinaisons dans tous ces groupes, là, des fois, dans un groupe, là, à coup de 100, 200 combinaisons, 10, 20, on additionnait tout ça. Des fois, ça faisait quelques centaines de combinaisons, des fois quelques milliers. Et malgré ça, malgré toutes ces combinaisons-là, il n'y a jamais personne qui a gagné. Donc, on pouvait se demander, est-ce que c'est impossible de gagner le gros lot? Et là, il y en a qui vont me dire, ben non, c'est pas impossible, on entend, il y en a qui gagnent tout ça, mais la probabilité est très faible. Effectivement, la probabilité est très faible. J'avais comme question aussi, si le tirage n'a pas été gagné, la probabilité de gagner sera-t-elle plus élevée la prochaine fois? Non, pas nécessairement. Si on prend toujours la même combinaison, est-ce qu'on augmente nos probabilités de gagner? Non, chaque combinaison a la même probabilité d'être obtenue. Si on prenait la combinaison 1, 2, 3, 4, 5, 6, est-ce qu'elle peut être gagnante pour nous, plus chanceuse, moins chanceuse? Chaque combinaison a la même probabilité d'être tirée. Pourquoi je faisais ressortir ces questions-là? Parce que ça faisait ressortir différentes conceptions de la part des étudiantes et étudiants. Puis ça fera l'objet d'une des capsules plus loin dans un prochain module, parce que les conceptions en probabilité, et disons qu'on en retrouve beaucoup, puis c'est parce que c'est un domaine qui est très contre-intuitif. Donc, on va analyser la loterie pour aller un petit peu plus loin. Donc ici, voici un exemple de bilan d'une loterie dans 2016 où il y avait eu un lot gagnant. Donc, il y avait ici eu une personne qui avait eu le gros lot de 5 millions cette fois-là. Donc, je vous laisse regarder. Ici, on voit le nombre de gagnants avec les lots associés à chacun.
Puis, je vous demande quelles questions on peut se poser quand on regarde ça ici, on fait ce bilan-là, quelles questions on pourrait se poser là, qui nous amèneraient à faire un peu de mathématiques. Donc, une des questions qu'on peut se poser, on pourrait s'en poser plusieurs, mais on pourrait se demander, par exemple, ici, on me dit il y a quand même beaucoup de billets gagnants. Est-ce que finalement, on gagne plus souvent qu'on perd? Est-ce que voyons, la loterie, l'Auto-Québec, cette fois-là, est-ce qu'ils ont fait de l'argent ou est-ce qu'ils ont assumé des pertes? Donc, c'est à cette question-là qu'on va tenter de répondre. Donc, est-ce que l'Auto-Québec a fait des profits? Donc, ce que j'ai pris, c'est les mêmes montants, ici, les mêmes nombres que j'ai transférés dans un tableur Excel pour faire les calculs. Et la seule modification que j'ai fait ici, c'est que ici, pardon, je reviens en arrière. Donc ici, quand on avait 2 bons nombres sur 6 de ma combinaison, donc ici, c'était la combinaison gagnante. Je vais ici, pour simplifier les choses, je ne vais pas rentrer dans les détails du complémentaire, là, quand il y a le nombre complémentaire, là, le C. Mais pour revenir au problème, quand on a 2 sur 6, normalement, ce que ça nous donne, 2 bons nombres sur les 6 qui sont... parmi les 6 nombres tirés, qu'on en a 2 qui sont sur notre combinaison, ça nous donne normalement une participation gratuite. Il faut savoir qu'ici, pour un billet de loterie, c'est 3 $. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est difficile de donner une valeur à une participation gratuite. Donc, ce que j'ai fait, c'est de dire que c'est l'équivalent de 3 $. C'est comme si on donnait un autre billet gratuit. Ceci dit, c'est un petit raccourci parce qu'en fait, c'est moins avantageux que ça. Une participation gratuite, en fait, ça nous donne une possibilité de perdre notre argent un peu plus tard. Ça revient à ça. Mais bref, là, je l'ai estimé quand même comme si ça valait 3 $. Fait que là, maintenant, ça, c'est les nombres en noir ici, c'est ceux qui nous ont été donnés. Là, on peut se poser comme première question, comment ces valeurs-là ont été calculées ici? Là? Les valeurs que moi, j'ai calculées ici en vert, à partir des noirs, comment j'ai pu les calculer? Donc, si on regarde ici celles qui sont vis-à-vis la bande bleue, ici, toutes celles-là ici, comment j'ai pu les calculer? J'ai fait tout simplement une multiplication. Donc, il y a eu un gagnant à 5 millions, aucun gagnant à 200 et quelques mille, 58 gagnants à 3 000. Donc, à chaque fois, je multiplie ces deux nombres-là pour obtenir dans la colonne de droite. Comment j'ai obtenu ici mon nombre vis-à-vis la couleur orange? J'ai pu l'obtenir ici en faisant tout simplement le total de l'argent qui a été remis. Donc, ici, on a remis, la loterie, l'Auto-Québec a remis aux gagnants un peu plus de 8 millions de dollars. Maintenant, comment on obtient celui du mauve? Donc, le mauve, c'est les profits. Donc, les profits sont ici positifs parce qu'on a vendu pour un peu plus de 13 millions de dollars de billets et on en a remis aux joueurs un peu plus de 8 millions, ce qui nous donne environ 5 millions de dollars de profit. Donc, cette fois-ci, dans ce tirage-là, même en ayant eu un gagnant, l'Auto-Québec a fait un profit de plus de 5 millions de dollars. Donc, s'il n'y avait pas eu le gagnant du gros lot, ça aurait été un autre 5 millions de moins qui aurait été remis, donc un 5 millions de plus de profit. Ensuite, on peut se poser comme question, combien de billets ont été vendus? Combien de billets ont été vendus? Donc ici, comment on fait pour trouver cette information-là? Tout simplement, en regardant les ventes totales, les ventes totales, si on les divise par 3, parce que qui est le prix d'un billet, ça va nous donner combien de billets ont été vendus. Donc, un peu plus de 4,4 millions de billets qui ont été vendus. Et à partir de cette information-là, on peut trouver combien de billets ont été perdants. Parce qu'on sait en tout combien de billets ont été vendus. On nous donne combien ont été gagnants. Donc, en faisant une soustraction ici, on est capable de trouver combien de billets ont été perdants. Donc, maintenant qu'on sait comment ces valeurs-là, les valeurs ici en vert, ont toutes été calculées, donc, tout ça, c'est tout simplement de l'arithmétique. C'est des additions, multiplications, divisions et soustractions. Donc, comment on les interprète, ces données-là? Finalement, on interprète que l'Auto-Québec fait un profit, même si le gros lot est remporté. On peut aussi interpréter ces données-là que, on nous fait ici, on nous donne l'impression qu'il y a eu beaucoup de gagnants, plus de 600 000 gagnants, alors qu'on ne nous dit pas qu'il y a aussi eu presque 4 millions de billets perdants. Donc, on peut se demander pourquoi ces valeurs ne sont pas diffusées par l'Auto-Québec. Évidemment, si elles étaient diffusées par l'Auto-Québec, ça nous donnerait un portrait beaucoup plus sombre de la loterie que le fait de donner ici, il y a beaucoup de gagnants, on a remis on remet beaucoup d'argent, des lots assez impressionnants à tout le monde. Donc, ça donne une impression que finalement, la loterie est
est assez avantageuse. Et je le rappelle encore une fois, ces calculs-là, c'est fait en donnant une valeur ici de 3 mais en fait, le portrait est encore plus déficitaire pour le joueur parce qu'on ne te remet pas tout à fait 3 avec lequel tu peux repartir pour faire ce que tu veux. On te donne comme un 3 que tu es obligé d'investir et que tu risques de perdre dans une prochaine participation. Si on regarde les informations officielles aussi de la loterie, on nous donne plein d'informations. Donc, on nous dit, que le coût est de 3 d'un billet, on nous donne d'autres informations, mais notamment, j'attire votre attention sur le fait que on nous dit que les chances de gagner, il serait plus rigoureux de parler de probabilité de gagner, c'est de 1 sur 6,6 avec une participation. Donc, si je joue avec un billet, quelle est ma probabilité de gagner? C'est environ entre 1 sur 6 et 1 sur 7. Donc, est-ce que ça veut dire que le gros lot, je vais le gagner une fois sur 6, une fois sur 7? Non, pas du tout. C'est qu'une fois sur 6, une fois sur 7, je vais avoir un lot. Et la plus grande majorité du temps, ce lot-là, ça va être une participation gratuite. Hein? On se rappelle ici, la grande partie des billets gagnants, ce sont des participations gratuites. Puis de temps en temps, beaucoup plus rare, je vais avoir un montant qui est intéressant. Le gagner un gros lot, on le voit ici, il le donne, donc c'est environ 1 sur 14 millions. Puis, on nous donne aussi le taux de retour théorique, 47 %. On peut se demander, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire que je gagne 47 % du temps? Non, pas du tout. Donc, le taux de retour théorique, ce qui veut dire, c'est qu'en théorie, je vais récupérer 47 % de tout ce que j'ai investi. Donc, si j'ai investi 100 $ dans cette loterie-là, je vais en récupérer 47 $. Dit autrement, ce que ça veut dire, c'est que je perds 53 % de tout ce que j'ai investi. Parce que je ne récupère que 47 % de ce que j'ai investi. Et là, pour se donner une idée peut-être un peu plus grande, plus fiable peut-être de qu'est-ce que ça veut dire obtenir le gros lot, je pourrais le faire un grand nombre de fois. Donc parce qu'on se demande est-ce que c'est possible d'obtenir le gros lot, donc c'est vrai que si on joue 1, 2, 3 fois, même les personnes qui avaient 100 combinaisons là, dans mon cours, c'est quand même assez... c'est pas si fiable que ça comme tendance. Fait qu'on pourrait essayer d'aller voir avec des plus grands nombres. Et là, c'est là qu'un simulateur peut être intéressant. Donc, j'ai conçu un simulateur avec Scratch qui permet de faire le petit bonhomme, le petit chat ici, qui va faire un certain nombre de calculs. Donc, vous pouvez l'expérimenter. Donc, je vous invite à l'expérimenter maintenant pour aller expérimenter avec ce simulateur-là ici, avec l'adresse raccourcie, pour que vous puissiez tester le simulateur. Maintenant, je vais aller le faire aussi avec vous. Donc, si on fait le tirage du Lotus 49, on nous dit qu'il faut cliquer sur le drapeau vert pour débuter. On me dit combien de billets à 3 $ veux-tu acheter? Donc, disons que je vais en acheter 100. Et là, on me fait le calcul. Sur les 100 billets, j'ai investi 300 $, 3 $ le billet. Et on me dit le nombre de fois où j'ai eu 0 sur 6, 1 sur 6. Et dans ces cas-là, ici, je perds ce que j'ai investi comme argent. Puis ici, il y a des lots de plus en plus intéressants selon si j'ai eu 2 bons nombres sur les 6 de ma combinaison, 3, 4, 5, ou même 6 sur 6. Mais ici, je n'ai pas obtenu ces lots-là plus intéressants. Ça me fait un bilan finalement que j'ai gagné 77 $, mais j'en avais investi 300. Donc, finalement, j'ai un profit négatif, une perte de 223 $. Donc, c'est ce qui est calculé ici. Une perte de 223 $. Si je la répartis sur mes 100 billets, on me calcule ici que j'ai perdu 2,23 $ par billet. À chaque fois que j'ai investi 3 $, en fait, j'ai perdu 2,23 $ de ce 3 $-là et je récupère finalement un retour d'environ 25 %. J'ai récupéré à peu près 25 % de mon 3 $ et le reste, je l'ai perdu. Et là, je peux dire, bon, très bien, maintenant, est-ce que je peux le faire plus de fois? Donc, je peux le faire 1000 fois. Et là, je vois qu'encore une fois, en le faisant 1000 fois, j'ai une perte assez importante avec un taux de retour assez faible. Donc, je récupère peu de mon argent. Je pourrais le faire, disons, 1 million de fois. Et là, ça prend quelques secondes, mais c'est pas très long pour faire 1 million d'essais. Et là, je vois que déjà, j'ai eu une fois le 6 sur 6. Donc, j'ai eu une fois le gros lot, un certain nombre de fois aussi des lots assez intéressants. Donc, on pourrait penser que si je vais gagner de l'argent, donc ça doit être quelque chose de positif ici, ce tirage-là. Donc, je le laisse tourner encore un petit peu. Il est à noter que je pourrais aller aussi voir à l'intérieur, là, ici, dans mon cadre, on ne le voit pas bien, mais je pourrais aller voir à l'intérieur
et aller changer pour le mettre en mode turbo. Mais là, voilà, c'est terminé. Ça a pris un petit peu moins d'une minute. Et j'ai fait 1 million de lancers. Et après 1 million de lancers, ce que je vois, c'est que j'ai fait un gain net. Oh, cette fois-ci, j'ai fait un gain net. Oh mon Dieu, c'est très rare. On vient d'assister à un résultat exceptionnel. Donc, si cette fois-ci, à cause de mon résultat ici du gros lot, en fait, j'ai obtenu, et de certains autres lots assez intéressants, j'ai fait un profit. Donc, j'ai gagné plus que j'ai investi. Donc, j'ai fait un gain net cette fois-ci. Et là, ça pourrait donner l'impression que ça vaut la peine de jouer au 649, mais je vous le dis, si vous le faites, vous, de votre côté, 1 million de fois, c'est quelque chose de très, très rare. C'est assez spécial, ce qu'on vient de vivre là, ici. Mais peut-être que je devrais aller m'en acheter un billet. Pour, mais non, c'est ça. C'est quelque chose de très rare. Normalement, vous devriez avoir très, 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 très souvent une perte nette. Donc, si un taux de retour qui devrait être de moins de 100%. Si j'ai un taux de retour de plus de 100%, ce qui explique que j'ai fait un gain, finalement. Voilà. Oh, c'est assez spécial. Je ne pensais pas avoir ça aujourd'hui enregistré. Donc, si on revient maintenant, est-ce que c'est possible d'obtenir le gros lot? Est-ce que c'est même possible de l'avoir 2 fois? Avant, il y avait un autre simulateur, donc j'ai conçu celui-ci, mais avant, j'utilisais un autre simulateur qui était sur Flash, qui ne fonctionne plus maintenant, et qui était à ce lien-là. Et c'était même arrivé ici qu'un collègue enseignant l'avait fait avec ses élèves à coût de plusieurs millions de fois aussi. Et il y avait même eu 2 gagnants dans la même classe le même jour. Donc, c'est ça qui arrive. Plus on le fait un grand nombre de fois, plus ça va arriver qu'on peut avoir le gros lot, mais il faut toujours mettre ça en relation avec le nombre de fois aussi qu'on a investi. Puis comme je vous dis, à part là, le résultat que je viens de faire qui est assez troublant, la plupart du temps, quand on joue un grand nombre de fois, on va perdre. Donc, j'ai le goût, en fait, de le refaire ici, puis de simuler, si on voulait dire, simuler l'équivalent de la vie de quelqu'un. Donc, quelqu'un joue pendant les 50 prochaines années, à chaque semaine, disons 50 fois par année. Donc, 50 fois 50, ça me donnerait 2500. Et là, si je le fais 2500 fois, paf, il fait très, très rapidement. Je vois que j'ai investi 7500 $ et que malgré le fait que j'ai gagné de l'argent ici, c'est beaucoup moins que ce que j'ai investi. Donc, j'ai perdu de l'argent, ce qui revient à environ 2,29 $ de perte par billet pour chaque 3 $. Je perds 2,29 $. Donc, j'ai récupéré environ 23% de ce que j'ai investi. Et là, je pourrais dire, ouais, cette personne-là n'a pas été chanceuse. Dans toute sa vie, elle va avoir joué, finalement, elle va avoir acheté 2500 billets, puis avoir perdu quand même beaucoup d'argent. Ben, peut-être c'est cette personne-là qui n'est pas du tout chanceuse. On va recommencer avec une autre personne à 2500 billets et je vois que c'est un cas assez similaire où je perds environ les mêmes montants. Je pourrais le refaire, je suis assez confiant que je peux le faire encore une autre fois. Et à chaque fois, on va retirer en fait un montant qui est assez faible. Tantôt, on a vu que le taux de retour était de 45%. Bon, donc le taux de retour théorique. Depuis tout à l'heure, on a des taux de retour qui sont autour de 20%, mais on a eu une fois, vous vous rappelez, celui où j'ai été très chanceux, j'ai eu 190%. Donc, il faut penser qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de fois un taux de retour qui va être inférieur à 40%. Puis de temps en temps, des rares fois, on peut avoir quelque chose au-dessus de 40%, comme c'était le cas tout à l'heure où on a eu une fois le gros lot, en le faisant quand même 1 million de tirages. Donc, si on poursuit, est-ce qu'on peut faire du profit? Ben, on l'a vu ici que c'est possible de faire du profit là, en l'ayant calculé. Puis si on le faisait justement en achetant 2500 billets, si je continue à faire l'exercice que j'ai fait en disant 2500 billets, 2500 billets, 2500 billets, jusqu'à temps qu'il y ait une personne qui fasse un profit, j'ai fait un autre programme ici qui permet de faire ça et qui va le faire ici, qui va faire une liste et qui va dire à chaque fois, il va entrer, OK, la première personne, elle a récupéré 23% de ce qu'elle a investi. La deuxième personne, elle a récupéré 62% de ce qu'elle a investi, etc. Jusqu'à temps qu'il y en ait une qui gagne plus que ce qu'elle a investi, donc plus que 100%. Et on peut voir ici que finalement, il y a une personne qui a eu un profit, qui a fini par avoir un profit, mais c'est arrivé après c'est la 2167e personne. Donc, il y a eu 2166 personnes avant elle qui ont perdu de l'argent. En faisant l'équivalent des tirages là, pendant 50 ans à chaque semaine, ou 50 fois par année pendant 50 ans.
Puis finalement, il y a eu une personne qui a fini par faire un peu d'argent, qui est quand même pas tant que ça, là, qui a fait un profit, un petit profit. Donc, encore une fois, c'est possible de faire du profit, mais ce sont des rares personnes qui y arrivent. La probabilité de gagner le gros lot, donc c'est quoi la probabilité d'avoir la combinaison gagnante? Vous avez peut-être déjà entendu une sur 14 millions, notamment dans une des chansons des Cobayes Fringants. On l'a vu tout à l'heure dans les informations de la loterie. Donc, on pourrait calculer ça, mais on va y revenir un peu plus loin dans un prochain module quand on va parler de calcul de probabilité. Mais d'ici là, je vais vous demander qu'est-ce que ça représente. Donc, si je reprends mon billet de banque de 100 je dis ça, c'est l'équivalent du billet gagnant. Et je vais mélanger ce billet-là avec plein d'autres billets de banque, en fait. Et je vais toutes les mettre comme ça. J'ai mon billet de 100 quelque part là-dedans et je vais empiler comme ça des billets jusqu'à temps que j'en ai ici 14 millions de billets. Et ça va être l'équivalent de gagner le gros lot. Si c'est 1 sur 14 millions, ben ça va être, j'ai 14 millions de billets, puis je vais aller en tirer un au hasard. Et là, quand je vais tirer mon billet au hasard, ah non, ce n'est pas mon billet gagnant. Et d'avoir le billet gagnant, ça serait un des 14 millions de billets serait l'équivalent de gagner le gros lot. Donc, je vous demande qu'est-ce que ça représente si j'avais comme ça 14 millions de billets bien empilés, bien tassés comme ça, là, à la verticale, là, debout comme ça, un à côté de l'autre. Quelle distance approximative prendrait les 14 millions de billets de banque empilés? Donc, si on peut aller calculer ça, c'est de l'arithmétique donc avec des rapports. Donc, qu'est-ce que ça représente? Donc, on a besoin de savoir l'épaisseur d'un billet de banque. Donc, si on sait qu'un billet de banque, en cherchant assez rapidement sur Google, on peut trouver que c'est 0,12 mm, donc 12 centièmes de millimètre. Nous, on va arrondir ici à 1 dixième de millimètre, juste pour simplifier les calculs, mais déjà, on arrondit à la baisse pour un billet de banque, donc ce serait un petit peu plus large que ce qu'on va prendre comme mesure. Donc, si un billet, c'est 0,1 mm, donc 10 billets, c'est 10 fois plus large, donc 10 fois l'épaisseur, donc 1 mm. Donc, si ça, c'est 1 mm, je sais que dans 1 mètre, j'ai 1000 mm, donc je vais prendre 1000 fois plus épais. Donc, 1000 fois plus épais, ça me prend 1000 fois plus de billets, donc 10 000 billets. Et ça, c'est 10 000 billets, c'est 1 mètre. A une épaisseur de 1 mètre. Donc, pour faire l'équivalent d'un mètre, c'est que j'ai 10 000 billets. Donc, je pourrais me demander, 1 million de billets. 1 million de billets, ça va être 100 fois plus que 10 000 billets. Et si c'est 100 fois plus, je dois me multiplier Donc, je suis rendu maintenant à 100 mètres pour 1 million de billets. Puis moi, je n'ai pas 1 million de billets, j'ai 14 millions de billets. Donc, je vais avoir 14 fois les billets précédents, donc 14 fois 100 mètres, ça donne 1400 mètres ou 1,4 km. Il est à noter que j'aurais pu faire ces calculs-là. Ici, j'ai voulu le faire avec des rapports décortiqués, mais j'aurais pu le faire directement ici par une proportion. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si j'avais un billet gagnant sur 14 millions de billets, c'est que ça me prendrait en fait 14 millions de billets, ce serait l'équivalent de 1,4 km de billets, et même plus parce que j'arrondis ici mon épaisseur un peu à la baisse. Donc, j'aurais là plus de 1,4 km de billets, tout cordés, entassés. Et là, je peux marcher le long de ces 1,4 km de billets-là. 1,4 km de billets. Et si j'arrête pour en piger un et que j'ai le bon billet, c'est l'équivalent d'avoir gagné à la 649. Donc, ça permet un petit peu de représenter les grands nombres, de donner, oh, OK, ça fait beaucoup de billets entassés, ça, sur une longue distance. Une autre façon aussi de le réfléchir, c'est de se demander, ouais, mais des fois, on entend ça, si on achetait tous les billets, donc, est-ce que là, à ce moment-là, je serais assuré de gagner, là? Si j'achète mes 14 millions de combinaisons, je vais gagner. Donc, l'investissement serait d'environ 42 millions de dollars, donc parce que j'ai près de 14 millions de billets à 3 dollars chacun. Donc, déjà, ça me prend, c'est un premier critère, ça me prend 42 millions de dollars. Mais disons que je dis, j'ai un arrangement avec la banque, je dis, on va séparer les profits, prêtez-moi l'argent, je vais acheter tous les billets. Mais là, on peut se demander, est-ce que je vais avoir le temps d'acheter tous ces billets-là? Donc là, quelle durée ça prendrait? Bien, si on achetait un billet par seconde, donc une seconde, ça prend une seconde pour chaque billet. Donc ça, c'est ce qui est à un rythme assez rapide, là. À chaque seconde, j'ai une combinaison, je me suis préparé, puis j'achète mes billets. Bien, ça voudrait dire que je peux acheter 60 billets en une minute. En une heure, c'est 60 fois plus, donc 3600 billets. En une journée, j'ai 24 heures, donc
24 fois plus de billets, je serais rendu à 86 400 billets. Donc, pour se rendre à 14 millions de billets, je peux faire ici un calcul de proportion et je vais trouver en fait que ça va me prendre 162 journées. Donc, j'aurais besoin de 162 journées à 1 seconde par billet pour acheter mes 14 millions de billets. Ben, c'est un problème parce que le tirage se fait 2 fois par semaine. Donc, j'ai juste 3 ou 4 jours pour acheter mes billets parce qu'après, on est déjà rendu à un autre tirage. Donc, déjà, ça me prendrait l'investissement d'argent, mais même si je l'avais, des contraintes de temps, j'y arriverais pas. L'autre problème, c'est que disons que j'ai une grande organisation, puis que j'ai plusieurs personnes qui travaillent pour moi, qui vont acheter des billets et tout ça, puis qu'on se sépare les tâches. Donc, j'ai réussi à ramasser l'argent, 42 millions. J'ai toute mon équipe qui va acheter les billets, classer les billets et tout ça. Le problème, c'est que même si, il faut que, à ce moment-là, il faut que le gros lot soit assez élevé. Parce que si le gros lot est de 5 millions avec tous les autres lots et que finalement, même en gagnant tous les lots possibles, je vais chercher seulement 20 millions, ben, j'ai investi 42 millions, j'ai reçu 20 millions, j'ai quand même... la banque ne sera pas contente de ces profits-là. Et vous non plus. Donc, mais là, je pourrais dire, j'attends au moment où il va y avoir un gros lot, disons, à 35 millions. Et là, le fait d'avoir un gros lot à 35 millions, plus tous les autres lots, plus tout ça, ça fait, disons, 50 millions en tout avec tous les lots. J'ai tous les billets, donc je suis assuré d'aller chercher 50 millions. Ben pas tout à fait, parce qu'il y a la possibilité d'avoir un gros lot partagé. Donc, si le gros lot est très intéressant, ça arrive des fois qu'il y a plus d'un gagnant. Et dans ce cas-là, si le gros lot est de 35 millions de dollars, mais qui a 2 gagnants, ben à ce moment-là, je vais aller chercher seulement la moitié du gros lot. Et dans ce cas-là, ben, j'arriverai à une perte. Donc, on peut voir aussi que tout a été réfléchi pour ne pas remettre d'argent de façon générale. Donc, il y a certaines personnes rares qui font de l'argent à la Loto 49, mais c'est loin d'être généralisé. Ceci dit, il y a d'autres loteries par le passé qui ont été conçues, qui étaient beaucoup moins bien pensées. Donc, il y a ici, je vous laisse lire au long si vous le souhaitez, mais c'est un petit article de presse qui montre qu'il y a un couple qui a gagné 26 millions à la loterie en utilisant les mathématiques. Donc, un mathématicien qui s'est rendu compte en faisant des calculs avec une nouvelle loterie que cette loterie-là, finalement, n'était pas si bien pensée, puis qu'il y avait moyen d'aller faire de l'argent. Donc, lui, il disait, s'il achète pour 1100 $ de tickets à ce jour-là, il est assuré de gagner 1900 $. Donc, il s'est dit, oh, ça vaut la peine, il a fait ses calculs, et là, il a bâti son organisation. Donc, il a fait 8 millions de bénéfices, 8 millions de profits en exploitant la faille parce qu'il y avait une organisation avec toute sa famille où il y avait 25 membres qui travaillaient 10 heures par jour pendant 10 jours pour trier les tickets gagnants. Et il l'a fait pendant un certain temps. Ils ont gagné en tout 26 millions de dollars pour 8 millions de bénéfices. Donc, ils ont fait finalement 8 millions de profits. Et évidemment, ça l'a annoncé la fin de la loterie. Donc, la loterie n'était pas bien pensée. Il y avait une faille qui a été exploitée. Ceci dit, l'Auto 649, qui est là depuis des années, même en remettant des gros lots de temps à autre, c'est une compagnie qui est très... l'Auto-Québec est très lucratif, puis fait des profits. Donc, ça m'amène à vous parler, pour conclure, du jeu excessif. Donc, je pense que c'est important de sensibiliser au jeu excessif les jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y a des graves conséquences liées au jeu excessif. Donc, les ados qui entendent parler de la loterie, qui ont envie de gagner, tout ça, vont parfois investir du temps de façon excessive, puis de l'argent. Donc, ça peut être les loteries, mais ça peut être le poker ou d'autres jeux de hasard et d'argent. Il y a certaines recherches en psychologie qui ont montré, il y en a beaucoup en fait qui ont montré dans les dernières décennies que les joueurs excessifs, ils manifestent des conceptions qui sont souvent irrationnelles pour tenter de contrôler le hasard. Donc, vous avez peut-être déjà vu dans des casinos le fait d'amener un objet chanceux, de souffler sur des dés, de dire une petite prière avant d'actionner la machine, etc. Donc, il essaie de contrôler le hasard, mais ça illustre une compréhension inadéquate du hasard parce que ces conceptions-là sont irrationnelles. Au Québec, il y a une vaste étude là, qui a montré, là, il y a une dizaine, presque 10 ans, qui a révélé qu'il y a environ 67% des adultes, donc le 2/3 des adultes environ, pour un grand nombre, un grand échantillon là, au Québec, donc le 2/3 des adultes qui ont participé à des jeux de hasard et d'argent dans la dernière année. Donc, il y a quand même une grande part d'adultes qui participent à des jeux de hasard et d'argent pour une dépense médiane de 150 $. Donc, médiane veut dire que c'est au milieu. Donc, il y a... parmi ceux qui investissent de l'argent, il y en a
la moitié qui sont à 150 et moins qui ont investi, puis la moitié qui sont à 150 et plus, puis le plus est souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, c'est important avant que les élèves deviennent des adultes, c'est important d'intervenir tôt pour les sensibiliser au fait que les loteries, elles ne sont pas là pour donner de l'argent, elles sont là pour faire de l'argent. Donc, et ce portrait-là ici, là, même s'il date déjà de 10 ans, c'est des grosses études là, qui se font pas à chaque année, évidemment. Présentement, les derniers résultats qu'on a là, dans les dernières années, c'est que ça n'améliore pas du tout avec la pandémie, c'est même pire. Donc, il y a quelques résultats qui sont déjà sortis, d'autres qui sont à venir aussi dans certaines études qui montrent que le jeu excessif est même en croissance présentement. Là, donc, c'est pas bon signe. Je vais faire sortir en fait des liens qu'on peut avoir entre les probabilités et la statistique. Donc, pourquoi, je rappelle la question de la capsule, pourquoi on apprendrait les probabilités? C'est aussi pour faire des liens avec la statistique parce qu'ils amènent des perspectives complémentaires, comme on avait vu dans une capsule précédente. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire de reconnaître des biais dans des expériences aléatoires. Quand on a des expériences aléatoires, est-ce qu'il y a des biais possibles? Comme on va chercher des biais souvent dans une enquête en statistique, on peut émettre des prédictions dans une situation aléatoire, puis les mettre à l'épreuve. Donc, le jeu de dés, le jeu Montial que je vous ai dit en début de capsule, on pourrait faire une prédiction puis le mettre à l'épreuve. Donc, pour ça, on peut aller expérimenter des situations aléatoires, donc noter les résultats, faire la compilation des essais, les représenter visuellement, puis calculer les fréquences qu'on observe. On peut être conscient de ce qu'on appelle la loi des grands nombres, puis je reviendrai là-dessus, et de son impact sur la variabilité des résultats. Donc, le fait de faire un grand nombre d'essais, comme je l'ai fait avec un simulateur, là, ça va me donner une tendance beaucoup plus fiable. Donc, ça va avoir tendance à réduire la variabilité des résultats. On peut calculer les probabilités avec une approche théorique à partir d'un diagramme en arbre ou d'un tableau. On reviendra à comment faire dans une autre capsule. Puis, on peut établir des liens avec les fréquences observées. Donc, maintenant qu'on a nos probabilités, donc 1 sur 14 millions, mettre ça en lien avec nos fréquences qu'on a observées là, dans une approche fréquentielle avec des essais. Puis, on pourrait aussi inférer les résultats d'une enquête. Donc, tout ça, c'est des façons de faire des liens entre les probabilités et les statistiques. Pas penser que ce sont deux domaines isolés. Puis, ça ramène l'importance de pourquoi on veut apprendre les probabilités. Donc, je vous invite maintenant à noter ce que vous retenez de cette capsule. De mon côté, je crois qu'on a explicité l'utilité des probabilités dans divers domaines. On a stimulé aussi l'importance de la prise de décision. On a décortiqué aussi de long en large une situation du quotidien, donc la loterie, en réalisant des essais avec des simulateurs pour se convaincre de la très faible probabilité de gagner gros lot, même si, on a gagné dans un tirage en particulier, un tirage. On a pu se donner une idée aussi d'une probabilité très faible à l'aide des grands nombres. On a pris conscience que les loteries, même si quand elles sont bien réfléchies, elles sont en place pour recueillir de l'argent et non pas pour redonner de l'argent aux joueurs. On a sensibilisé au jeu excessif puis fait ressortir des liens entre les probabilités et la statistique. Donc, j'espère que ça vous a plu. Il est à noter que dans la lecture suivante, vous allez lire le chapitre 8 de ce livre, puis ça va permettre de faire des liens avec ce qui s'en vient dans le prochain module, mais aussi le problème de Montial qui va être abordé, pour lequel je vous ai demandé votre prédiction au tout début. Donc, j'espère que ça vous aura plu.